l'habitude, puis à chaque année, on va le faire, puis avec tout le cœur qu'on a. On s'est fait des nouveaux petits amis, c'est des non-voyants. C'est un petit garçon de 6 ans, puis sa petite soeur de 7 ans. Ils sont des fans des Frères à cheval, qui avaient ses chansons par cœur, tu sais. Puis je sais pas, moi j'aimerais qu'un jour puisse me voir, tu sais. C'est le fun de m'entendre, mais c'est qu'ils me voient, tu sais. C'est peut-être utopique mon affaire, mais il me semble que, tu sais, déjà de donner des organes quand tu signes ton permis de conduire, ça, de signer pour donner soit des yeux, n'importe quoi, là, tu sais, un cœur, un poumon, tout ça, c'est vital, ça. Avez-vous déjà été vous promener dans les hôpitaux? Oui, moi je dois te dire que ça m'arrache le cœur à toutes les fois que je vois là, quand je vois les petits-enfants avec la chimiothérapie, tout ça, moi-même, j'étais bien malade quand j'étais jeune, mais fort heureusement, il y a des recherches qui se font. J'étais un asthmatique chronique, moi, puis quand j'étais jeune, j'avais des cris. Denis aussi était asthmatique. J'aime pas l'hôpital, mais non. Puis j'en ai passé des heures à l'hôpital, je me suis fait des amis, il y en a que j'ai plus revus, tu sais. Mais tout ça pour te dire que c'est un monde qui est bien différent. Quand tu passes ta vie à l'hôpital, quand tu vois la petite fille de 6-7 ans qui est capable de tout te dire les noms des produits chimiques et toutes ces affaires-là, pour moi, ça me déchire le cœur à toute fois que je vois là. Avec ça, tout le temps. Alors, je suis ici en compagnie de Dogmatic, un groupe à la popularité très croissante. Bonjour. 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 Alors, pourquoi s'être impliqué aujourd'hui dans le cadre du Téléthon? Ben, premièrement, on se considère encore comme de grands enfants, puis ça nous a toujours tenu à cœur d'aider les autres. On fait de la musique pour réunir les gens, et puis le Téléthon, c'est quelque chose pour nous qui est... tout le monde doit donner du sien pour que ça puisse marcher, pour pouvoir aider les autres. Qu'est-ce qui vous inciterait, vous, à donner dans une cause comme celle-là? Qu'est-ce qui nous inciterait à donner? Ou qu'est-ce que vous avez envie de dire à la maison, là, un argument de poids, là, pour que vraiment ils donnent? C'est qu'il ne faut pas se considérer, parce qu'on est chez soi, à l'aise dans son fauteuil, devant son écran de télévision. Il ne faut pas oublier le malheur des autres. Je pense qu'il faut partager, surtout dans le monde où nous vivons. Je pense que c'est en partageant et puis en considérant le malheur des autres qu'on pourrait peut-être leur donner un coup de main. Donc c'est ça que moi je pourrais dire, c'est ça qui nous incite surtout à participer. Alors c'est un événement qui est live ce soir, qui est du direct, c'est spécial. Est-ce que ça vous rend nerveux? On a quand même fait pas mal de live dernièrement, mais on est toujours un peu nerveux avant de monter, surtout à la télé. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui regarde, mais je pense qu'un événement comme ça, il y a moins de stress vraiment parce que c'est pour une bonne cause et on sent vraiment qu'on est en train de redonner dans ce cas-là aux jeunes et on se sent bien déjà en partant. Vous donnez combien de prestations ce soir? Vous en avez donné une, vous avez chanté La force de comprendre. C'est la seule qu'on fait. D'accord. Ça porte le même nom que votre album d'ailleurs qui vient de sortir, La force de comprendre. Vous êtes en tournée présentement? Pour le moment, disons qu'on vient tout juste de recevoir le disque d'or pour cet album, notre premier album, donc on se concentre plus sur, disons, l'élaboration d'un spectacle. On a joué dernièrement au Spectrum, on va refaire le Spectrum le 26 décembre, et par la suite, au début de l'année prochaine, on va sûrement monter une tournée et puis aller en province. Y a-t-il beaucoup de gens qui collaborent avec vous qui ont collaboré avec vous sur l'album? Sur l'album, oui, on retrouve des invités jamaïcains, on retrouve des chanteurs anglophones comme Barney Valsin, Desi Dilao qui chantent sur La force de comprendre. On retrouve aussi des Africains, donc on a voulu à travers cet album donner le feeling que Montréal nous donne. Nous, c'est comme une ville multiethnique et puis c'est ça qu'on a voulu faire ressortir dans l'album, et en spectacle on retrouve ces invités là aussi. Donc Dogmatic, c'est vrai que c'est focusé sur nous trois, mais c'est un univers aussi. Avez-vous des projets pour l'avenir? On s'en va en Europe en 98. L'album est sorti là-bas maintenant en France et tout, alors on va voir que ça donne de l'autre côté de l'océan. Mais pour l'instant, c'est le Québec. On veut essayer de faire le plus possible au Québec. Toutes les petites villes du Québec, on va essayer de faire une grosse tournée. Bon, il y a une tournée de cégep qui s'annonce vers le mois de janvier. Donc les jeunes étudiants qui n'ont pas la chance de nous voir, on va se déplacer pour eux. Est-ce que ça reste essentiellement français ce que vous chantez?
C'est ça, c'est du rap francophone. On a des invités anglophones sur 2 de nos morceaux, mais c'est du rap francophone. Bien, je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir Nancy, on vient de voir ta prestation Téléthon. Qu'est-ce que ça implique pour toi de chanter au Téléthon? Ce que ça implique, je vais te dire, quand j'en ai fait un autre hier aussi, et je me dis, ça c'est la vraie vie, c'est de chanter et d'être utile concrètement, là, pour vrai. Ben c'est ça, bon, l'album s'appelle Parle aux anges, j'aimerais tellement ça être capable de le faire et que ça y aille, et de pouvoir aider plus, mais bon, des petites choses comme ça me réconcilie un petit peu avec l'idée que j'ai de la musique et ce que ça doit faire, t'sais. Comme tous les chanteurs, bon, dans tes textes, tes paroles, tu essaies de rejoindre du monde. Je pense que dans un Téléthon aussi, c'est une bonne occasion de faire passer des messages comme ça. Ben écoute, on est tellement préoccupés par la carrière, par avoir des sous, avoir un skidoo, un pick-up, et c'est tellement pas ça. C'est pas ça la vraie affaire. Je veux dire, le monde crève de faim dans la rue, et j'ai quand même la chance de faire un métier que j'aime, en tout cas de commencer à faire un métier que j'aime. Et c'est même pas une question d'argent. Il y en a qui n'ont rien à manger et il y en a même aussi qui travaillent et qui n'aiment pas leur métier et qui travaillent pour presque rien aussi. Je veux dire, c'est pour ça que je me dis, bon, tu viens faire des trucs comme ça et tu as l'impression d'être moins égoïste et de sentir que tu es privilégié, mais en tout cas de le vivre moins égoïstement. Puis si bon, c'est la maladie infantile, est-ce que tu en connais toi personnellement des enfants qui sont atteints de maladie? Écoute, j'ai une petite nièce qui est décédée, que j'ai même pas connue, qui est décédée quelques heures avant sa naissance. C'est tout ce que je connais vraiment de la maladie des enfants. J'ai moi-même jamais été malade. J'ai été opérée pour les yeux à 8 ans. J'ai passé, je sais même pas quoi, 4-5 jours à l'hôpital. J'ai eu l'impression que c'était 2 mois. J'ai trouvé ça horrible. Alors j'imagine que quand tu es jeune et que tu as juste envie de jouer, il faut que tu sois raisonnable comme quelqu'un de 60 ans, tu sais, et passer des semaines à l'hôpital, c'est horrible. Et il faut faire quelque chose, en tout cas, il faut faire quelque chose. On ne peut pas tout le temps les guérir, mais du moins essayer de le faire. C'est l'avenir, hein, je veux dire. Bon, c'est pas très original comme propos, mais je veux dire, c'est l'avenir. S'il n'y a pas d'enfant, c'est fichu. Bon, ben, on te remercie beaucoup, puis on espère que ça va bien aller pour ton disque, puis ta carrière va continuer longtemps. Alors j'espère que vous avez aimé l'émission. C'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance d'aller voir les artistes en arrière-scène. Puis je voulais vous dire que le Téléthon continue présentement jusqu'à 21h. Si vous voulez faire des dons, vous pouvez même continuer à appeler après la diffusion. Alors j'espère que vous avez aimé ça. Oui, c'est encore possible de téléphoner même après, parce que des enfants malades, il n'y en a pas juste à Montréal, il y en a partout. Alors aidez les enfants. À l'affiche, on défriche et on déniche de tout partout. Conseil pratique, saviez-vous que pour ce que comme nos étoiles. Sport, bref, ça compte, des nouvelles pour vous de tous les goûts. Dans la rue, en coulisses, nous partout, on touche à tout. Bien branché, branché à la vie, branché sur aujourd'hui. Bien branché, branché à la vie, branché sur aujourd'hui. On s'inspire, on participe, on s'instruit et on s'excite. Célébration et point d'encontre. Bonjour tout le monde. Alors ce soir, par pure curiosité, nous vous amenons faire un tour avec Nez Rouge. Nous vous parlons également du 25e édition du tournoi Pee-Wee régional,
Aussi, nous vous parlons du premier championnat de jeux d'échecs régional. Et pour terminer, on vous donne des nouvelles fraîches de Bertrand Godin. 4. Opération Nez Rouge. On arrive pour ça bouge. On est là pour vous aider à la sécurité. Pour vous éviter de chercher vos pieds dans un bonheur. Et parce que votre vie ça compte, c'est un 40. C'est facile à se rappeler. Vous savez qu'elle nous coller. On vous évite des ennuis. Et c'est tout à fait gratuit. Et c'est tout à fait gratuit. Ben bravo, hein, c'est vraiment bien. Merci. Ben oui. Tout le monde sait que dans le temps des fêtes, c'est le temps des parties, le temps du plaisir et surtout le temps de la boisson. Opération Nez Rouge est là pour vous. Je suis avec l'équipe de promotion. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire exactement qu'est-ce que vous faites dans l'équipe de promotion? Nous autres, on se promène dans les bars puis dans les parties de bureau là, pour un petit peu promouvoir l'organisme de Nez Rouge pendant le temps des fêtes pour inciter le monde à prendre... à appeler pendant le temps des fêtes l'organisation. On vend aussi des articles promotionnels comme des petites épinglettes avec le nez qui flash ou des nez rouges comme lui là-bas. On a aussi des foulards, des chandails, plein de choses comme ça. Là, mais vraiment, le but premier, c'est de faire connaître l'organisme Nez Rouge, de donner des dépliants avec le numéro de téléphone pour que les gens sachent. Mais tes articles promotionnels, où est-ce qu'on peut se les procurer? OK, nous, c'est ça, on a des épinglettes, des nez, on en a toujours avec nous dans les bars, dans les restaurants, tout ça. Les autres articles, c'est surtout ici, à la centrale de Nez Rouge, qu'on peut en retrouver, là, puis les membres de Nez Rouge, ils peuvent en vendre aussi, là. L'argent que vous gagnez en faisant Nez Rouge, c'est un organisme, mais où est-ce qu'elle va l'argent? OK, premièrement, l'argent, ça sert à autofinancer le service, parce qu'on sait que le service est gratuit, puis les profits, ensuite, ils vont au club de natation de Sainte-Hyacinthe. Je vous remercie beaucoup, hein? Et puis, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes. 7-1-40. Oui, 7-7-1-40. On est maintenant avec une partie de l'équipe de bénévoles de Nez Rouge. Je vais m'entretenir avec Mme Ruth Pelletier qui va nous dire un peu comment ça marche. Alors, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Pourriez-vous nous dire, premièrement, comment vous est venue l'idée de devenir bénévole pour Nez Rouge? Qu'est-ce que ça fait, donc? Pour aider, ils nous ont sollicité, c'est parce que Jeannot, notre gardien de sécurité, fait partie des bénévoles de l'opération Nez Rouge. Puis ce soir, c'est l'équipe de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. Et puis, quand un téléphone sonne, comment ça marche? Qui part en premier? Les équipes? Est-ce qu'on est 2? Est-ce qu'on est 4? Nous sommes des équipes de 3. 1, 2, 3, jusqu'à... on commence par l'équipe 1. Au micro, ils nous appellent, on met notre dossard, puis on part. Quand vous venez ici, est-ce que c'est pour la soirée ou pour la journée ou pour quel laps de temps? On arrive à 6 h jusqu'à la fermeture, 2 h du matin. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, on va vous montrer les étapes de A à Z pour avoir un raccompagnement à la maison. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décrocher le téléphone puis appeler au 771-40-11. Oui, c'est parfait, madame, ça va ça à l'instant. On s'en va où, les gars, là? Être pégauché, c'est à être pégauché. C'est pour qui? Madame Muriel Gemme. Ça s'en va où? À Providence. Équipe 21, on ne vous reçoit pas bien. Peut-être 2 sur 3, 2 sur 5. Équipe 40 à centrale. Centrale à l'équipe 40. Équipe 40,
parte en direction pour le stade de Pégoché. C'est noté, l'équipe Canada. Bonjour madame. Bonjour. Ça va bien? Oui. Je vous donne mes clés, je vous fais confiance. Vous êtes bien gentille. On va s'occuper de vous comme des frères. Merci. Alors, on a appelé les Rouges, ils sont venus nous chercher. On a quelques petites questions à leur poser. Est-ce que vous vous fixez des buts annuels par rapport au nombre de raccompagnements que vous faites? Non, il n'y a pas tellement de buts de fixer. Seulement, c'est vraiment que le monde retourne en sécurité. C'est le monde qui nous appelle de retourner en sécurité. Il n'y a plus de but, il n'y a plus d'objectif, rien de ça, de fixer de nombre. C'est vraiment que le monde nous appelle et qu'ils veulent retourner chez eux en sécurité. OK. Les gens, des fois, ils appellent les Rouges. Bon, c'est sûr, on peut donner un don. Des fois, ils ne savent pas trop comment donner en moyenne. C'est quoi le montant que les gens offrent? Oh, une moyenne, c'est 5 à 10 $, mais c'est le fun à mentionner que les 100% des dons qui sont versés par le monde qui sont conduits chez eux vont au club de natation Saint-Hyacinthe. Et les dons ne sont pas obligatoires. Pouvez-vous nous donner quelques raisons de prendre les Rouges? Tu as bu un verre, 2 verres avec la nouvelle loi du 1er décembre. Là, il ne faut pas beaucoup là, pour les permis de conduire. Un verre, 2 verres, c'est assez. Ça en est une bonne raison. Et l'autre raison, c'est d'avoir l'auto le lendemain matin devant chez eux, tel quel, puis pas d'accident. Lorsque vous raccompagnez les gens, j'ai entendu dire qu'il y avait 3 étapes. Est-ce que vous pourriez nous en parler? La première étape, c'est la première étape qu'on part de la centrale. Là. Ils nous appellent, on part de la centrale, on s'en vient les chercher. Comme on a fait tantôt, il y en a un qui se présente, prend les clés. Un conduit ton auto et l'autre s'assoit en arrière avec toi. OK, je jase pendant le transport, je jase tout le long. Et l'autre véhicule, qui est le véhicule de nez rouge ou un véhicule de bénévole, suit en arrière avec un radio de communication. Fait que s'il se passe de quoi, on peut communiquer. Puis on te reconduit chez toi, on te redonne les clés seulement chez toi, on barre les portes. Et rendu là, tout est en sécurité. Il y a sûrement des événements cocasses qui sont arrivés. Est-ce que vous pourriez nous en dénoter quelques-uns? Il y en a tellement qu'il ne faut pas rendre personne mal à l'aise. Ça serait mieux de garder ça interne. Bien, je vous remercie beaucoup. Fait que vous allez me raccompagner. Et puis, ben, vous faites du beau travail. Lâchez pas. Merci beaucoup, madame. On est là pour vous aider à la sécurité, pour vous éviter de chercher vos pieds dans un bonheur. Et parce que votre vie ça compte, c'est un carton. C'est facile à faire rappeler. Vous savez que nous coller, on vous évite des ennuis. Et c'est tout à fait gratuit. Il y a eu le 10 décembre dernier, à la Cage au Sport, une conférence de presse annonçant la 25e édition du tournoi provincial de hockey, puis oui. Et j'ai ici avec moi M. Jacques Plast, vice-président des opérations et président du hockey mineur. Bonjour. Ça fait plaisir, bonsoir. Alors, c'est l'activité qui va se dérouler du 8 au 18 janvier, le tournoi de hockey. Alors, on va en parler un petit peu. C'est la première activité, premièrement, dans le cadre du 250e. Oui, c'est ça. Puis nous, le hockey mineur, on est fiers de s'associer avec l'organisation du tournoi Pee-Wee aussi pour accueillir près de 98 équipes à l'intérieur de la région de Saint-Hyacinthe pour les festivités du tournoi, le 25e anniversaire et qui cadre aussi la première activité dans le 250e de Saint-Hyacinthe. Pour commencer, c'est où ça va se dérouler les tournois de hockey, les parties de hockey, je veux dire? Oui, on va utiliser les 3 stades de hockey ici à Saint-Hyacinthe, le Pégoché, le pavillon de la jeunesse et CA Gauvin à la Providence. Et ça réunit combien d'équipes? 98 équipes, tout près de 1600 joueurs. Ensuite, il y a les entraîneurs qui sillonnent à l'intérieur de ça, puis 350 bénévoles. Ça fait du monde. C'est beaucoup de monde à l'intérieur de Saint-Hyacinthe pour une durée du 8 au 18. Ça va se dérouler comment, au juste?
Dans la catégorie 2A, qui est le premier niveau ici au tournoi, on a 16 équipes dans le 2A, 16 dans le 2B, 16 dans le 2C. Ensuite, dans le simple lettre, 20 équipes dans le A, 20 dans le B et 10 dans le C, qui regroupe les 98 équipes. On va jouer beaucoup les fins de semaine, mais cette année, vu le nombre d'équipes que nous avons inscrites, on va jouer sur les heures scolaires aussi dans la deuxième fin de semaine. C'est quoi la fonction des bénévoles? Vous avez parlé des bénévoles tantôt au niveau du tournoi. Comme nous, on fait partie des bénévoles. C'est tous les membres de la direction. Ensuite, on a les clubs optimistes de Douville qui nous aident énormément, qui sont les ambassadeurs de toutes les équipes, parce que chaque équipe est parrainée par une personne, qui sont les clubs optimistes de Douville. Ensuite, tout l'enregistrement des équipes, l'hébergement, Mme Joanne Delage, qui est responsable de l'hébergement, fait un travail fantastique avec M. Marcel Robidoux, parce qu'il faut loger des équipes durant les fins de semaine ici, dans la région de Saint-Hyacinthe. Je pense que les gens participent beaucoup aussi pour ces événements spéciaux-là, qui viennent une fois par année. Mais tous les bénévoles, que ça va du transport des jeunes dans les familles, à peu près dans tout ce qui peut englober le hockey en lui-même. On parle aussi d'un arbitre qui est quand même connu, Richard Trottier. Oui, on va avoir le privilège d'avoir M. Trottier qui évolue dans la Ligue nationale, qui va venir ici officier une partie durant le tournoi. Et puis, lui, personnellement, demande d'avoir 2 jeunes ici au niveau de nos arbitres locaux. Fait qu'on va lui fournir 2 juges de ligne, puis on devrait avoir une bonne activité avec lui. Vous avez parlé aussi de quelqu'un d'autre au niveau du Canadien? Ah oui, on a comme grand parrain, à cause du 25e anniversaire, c'est M. Clément Jaudoin, instructeur du Canadien, qui est bien connu dans la région de Saint-Hyacinthe ici. Il va venir nous rendre visite à quelques reprises durant le tournoi. Je pense que les gens sont très contents et fiers d'accueillir. Je pense que Clément, là, ça peut dire, un jeune d'ici qui a évolué à l'intérieur du hockey mineur, puis collégial, universitaire, puis est rendu aujourd'hui à la Ligue nationale, je pense qu'on doit en être fiers. Bien, je pense que si ça fait 25 ans, c'est parce que ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Bien, on vous souhaite un bon tournoi, puis beaucoup de succès. Pour le résultat des joutes et informations sur le tournoi, voici à l'écran l'adresse et sur le site Internet. Le 18 décembre prochain se tiendra au Café Alvanout Centre-Ville le premier championnat du jeu d'échecs régional Côte-Vanout. Alors j'ai avec moi le responsable de l'événement, M. René Bourbeau. C'est comment est née l'idée de ce Noël en échecs? Noël en échecs, c'est juste un terme qu'on utilise évidemment pour avancer que c'est des joueurs d'échecs. Je trouvais que le punch était bon. L'an passé, on l'a fait. Et évidemment, l'an passé, c'était une simultanée qui s'est jouée, c'est-à-dire qu'un des meilleurs joueurs de la région de Saint-Hyacinthe, déjà coté à 2150 de cote dans la province, s'est plié contre 25 joueurs ici et a gagné 23 parties. C'était le Noël en échecs. Pour les joueurs d'échecs, évidemment, on les reçoit au Vanout et puis ça joue aux échecs toute la soirée. Cette année, c'est un peu spécial. On va essayer d'identifier un championnat, un champion dans une classe avancée et un champion dans une classe populaire. Alors, il faut spécifier que ça, c'est une soirée qui est ouverte à tout le monde. Oui, absolument. Absolument. À l'heure actuelle, on a, dans les échecs, il faut toujours escompter que c'est les plus bas ratios qui peuvent exister. Moi, je connais les ratios des échecs. Pour Saint-Hyacinthe, c'est 0.07. Ça peut identifier peut-être 140 personnes. Si un jour, on pouvait avoir 140 personnes. À date, on a 36 inscriptions. J'aimerais beaucoup avoir 64 joueurs. Ça veut dire quand même 32 tables de joueurs d'échecs qui jouent à partir de 6h30 jusqu'à minuit. Est-ce que c'est nécessaire d'être vraiment bon pour venir jouer cette soirée-là ou est-ce qu'il y a des catégories? Il y a de l'élitisme dans ça. Il y a des gens qui jouent régulièrement à toutes les semaines, qui entretiennent une cote. À l'heure actuelle, on l'a appelée la cote de la note. Ils sont inscrits. Ça devient comme un sport. Et puis, évidemment, la note arrive un peu avec des gens qui se prêteront pas à jouer avec des gens qui peut-être jouent moins bien. Fait qu'on a 2 classes. La classe populaire, il ne faut pas nécessairement être très très bon pour commencer.
Alors, comment se déroule la soirée au juste? Vous avez l'inscription qui se fait pour 6h30. 6h30 pile, il faut que tout le monde soit inscrit. Et puis, quitte à ce qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir 2 filtreurs, je les appelle des filtreurs, 2 juges. Un qui est professeur d'échecs, qui gagne sa vie avec les échecs, va être ici ce soir-là. Disons que vous vous inscrivez, on ne vous connaît pas, va vous interviewer quelques minutes, peut-être question de secondes, pour vous calibrer soit une populaire ou une avancée, et il va vous déléguer immédiatement un joueur pour jouer ou une joueuse contre vous. Il va y avoir 4 parties d'une demi-heure chacune par joueur, ce qui fait 1 heure par partie. Est-ce qu'il existe un club à Saint-Hyacinthe de jeux d'échecs? Moi, quand je suis revenu, j'étais autrefois de la région ici, et puis je ne jouais pas aux échecs d'ailleurs quand j'habitais ici. Il y a eu un club d'échecs peut-être pendant 13 à 14 ans qui était mené de main de maître, apparemment, ce qu'on me dit, puis je connais les gens qui venaient, un M. Paradis et un M. Patrick Saint-Roch et d'autres qui ont fait un très fort club qui, à la longue, je pense, c'est d'animation, toujours dans n'importe quel exercice ou sport, c'est toujours ça. Ils ont abandonné un peu de s'en occuper et le club est tombé. Il y a eu un club, il n'y en a plus. Possiblement qu'il peut y en avoir un autre parce qu'on commence à être pas mal de monde. Par contre, c'est ça, vous faites quand même des soirées, mais ouvertes là, pour les gens. Absolument. C'est aussi assez apprécié de la part, j'ai reçu encore de Belœil, un club d'échecs le plus reconnu de la région du Québec. Hier soir, un type qui est en charge du club me disait que ça attire beaucoup. C'est plus populaire pour le commun des mortels qui ne se rendra pas dans un club d'échecs un samedi matin, qui va simplement jouer aux échecs. Ici, tu peux aussi bien jouer 1 heure d'échecs puis parler d'autres choses pendant 1 heure de temps. C'est l'aspect ici qu'on veut peut-être un peu animer la place aussi par le jeu. D'accord. Maintenant, vous avez aussi un magazine qui est Europe Échecs, que la Bibliothèque Théa Saint-Germain fournit pour les amateurs. Oui. Il y a d'autres revues. Là. Il y a des revues qui sont du Québec et il y a une revue ici que la bibliothèque s'est abonnée. Vous pouvez vous procurer cette revue-là aussi dans certains kiosques à journaux, qui est une revue la plus complète qui peut exister dans le monde entier, je pense, sur les échecs. C'est la revue Europe Échecs qui a des excellents articles et aussi des excellentes parties pour les gens qui veulent suivre les parties dans les revues. On parle de quelle catégorie d'âge les gens qui jouent aux échecs en particulier? Ici, moi, ce qui m'a surpris, la première fois, c'est en juillet, il y a 1 an et quart, 1 an et demi, le premier événement que j'avais organisé, on a reçu un jeune qui m'arrive comme ça. J'ai dit, c'est du joueur d'échecs, il dit, je suis coté 800. Du côté 800, c'est un jeune, mais il a 11 ans, puis aujourd'hui, il se promène depuis 1 an, il n'a pas manqué un événement ici, M. Vincent Barcelot. Et puis, il y en a un autre qui a 85 ans, il y a M. Germain Dufresne, qui est un excellent joueur, qui vient. C'est une fourchette assez à large spectre. Donc, il n'y a pas d'âge pour jouer aux échecs. Non, pas vraiment. Alors, la soirée que vous organisez, il va y avoir des prix de présence, une remise de prix aussi? Oui, mais c'est vrai, j'aurais pu aller chercher des trophées. J'aimerais ça les montrer comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre. Tantôt, je veux vous montrer des beaux trophées. Des beaux trophées, et puis il y a quand même des bons prix. Il y a des restaurants qui me donnent des certificats cadeaux. J'ai un magasin de chaussures, Moreau, qui nous donne quand même aussi des certificats cadeaux. J'ai une agent d'assurance qui m'a donné un prix en argent pour remettre aux plus jeunes joueurs. C'est une surprise qu'on réserve. On m'a donné une somme en argent aux plus jeunes joueurs de la région ici, qui est le plus grand espoir, si tu veux. Alors, pour récapituler, les inscriptions se font, on peut vous téléphoner ou s'inscrire sur place? Rendu au point où on en est, de réserver en appelant soit au Vanout ou en m'appelant moi chez moi au numéro 793-2374 ou au Café Vanout ici. Parce qu'à l'heure actuelle, on commence à être assez nombreux, puis c'est préférable de savoir combien il y a de joueurs avant 6h30 la semaine prochaine. Mais vous pouvez vous rendre sur les lieux, quitte à ce que si on est au-delà de 64, on va avoir des problèmes, on va être plein. Alors, pour terminer, pour ceux qui aimeraient faire ces activités-là, mais qui ne savent pas jouer aux échecs, vous organisez maintenant des cours à partir de janvier? Il y a des cours on a essayé l'an passé d'en faire donner à la bibliothèque, mais c'était juste un test. Là, cette année, on est un peu plus structuré. Un professeur
qui enseigne à l'année longue, M. Dupuis qui enseigne des échecs. Il est rendu avec 4 professeurs aussi qui peut engager. Et à l'heure actuelle, la bibliothèque a accepté de nous prêter des locaux. Le samedi matin, on va avoir un professeur d'échecs pour des groupes de 10. Mais ça va toujours essayer de rentabiliser. Ça va être chargé, ça. C'est-à-dire que c'est 50 $ pour 10 semaines de cours pour des individus qui soient populaires ou avancés, mais quitte à ce qu'eux autres aussi soient interviewés avant que les cours commencent. Il est important d'appeler à la bibliothèque ou m'appeler si jamais il y a des gens qui peuvent être intéressés. Nous le laisser savoir. C'est pour le 31 janvier, le premier cours commencerait, 98. D'accord. Alors, on répète la date, c'est le 18 décembre à 6h30, 18h30, au Café Alvanout Centre-Ville, et c'est le premier championnat régional de jeux d'échecs. Cette semaine à bien brancher au niveau de la chronique automobile, nous vous emmenons dans l'intimité de Bertrand Godin. Bertrand qui arrive d'un séjour en Europe où il a été négocié pour les volants en prévision de la saison 1998. Bertrand, comment ça s'est passé de ce côté-là? Ah, ça a bien été, c'est sûr que, bon, suite à l'annonce de Players, de savoir que, bon, Players n'était pas en mesure de me fournir une voiture pour 98, il a fallu quand même arriver avec un plan bien précis. Et puis, donc, on a eu l'opportunité de s'en aller en Europe en même temps que la fameuse course de karting de Bercy. Ce qui a eu pour effet que, bon, on regroupait à ce moment-là quasiment tout le sport automobile européen sur un même endroit. Ça m'a permis vraiment de cibler de bonnes équipes de Formule 3000 et vraiment être certain que, bon, si j'amenais du budget dans une équipe, que cette équipe-là était pour être compétitive de une, et de deux, d'être certain que cette équipe-là, bon, va être bonne pour continuer une saison entière. On sait que du côté de l'Amérique du Nord, il y avait des possibilités peut-être aussi au niveau de la Formule Indy ou Indy Light, au niveau des équipes américaines. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Bon, on a aussi des plans en Formule Atlantique. C'est sûr que l'Atlantique est intéressante après une bonne saison 97 comme on vient de vivre. 2 belles victoires. Je pense qu'on est en mesure de pouvoir peut-être viser le titre en 1998. Mais c'est certain que, bon, vu que le sport automobile, c'est un peu comme une chaise musicale, dès que la saison se termine, ça équivaut à la musique qui s'arrête. Et là, tous les pilotes s'en vont sur des voitures. Donc, on sait que les voitures qui restent en ce moment, bon, sont peut-être moyennement compétitives. Je discute avec une qui pourrait être vraiment compétitive l'année prochaine. Donc, là aussi, il faut viser tous les fronts pour être certain d'avoir quelque chose de compétitif pour 98. OK. Dans quelques heures, tu prends l'avion pour aller à Rome où tu vas t'entraîner avec l'équipe Colony au circuit de Magione. C'est un contact que tu as établi dernièrement à ton voyage en Europe? Ben, non, disons que j'ai pas pu rencontrer ces gens-là là-bas, mais suite aux démarches faites par mon gérant, c'est sûr qu'on a reçu des fax très intéressants et celui de Colonie en était un. Donc on a tout simplement regardé les possibilités de pouvoir peut-être faire un essai avec eux et heureusement ça s'est concrétisé. Donc je pars dans quelques heures pour l'Italie et puis je vais avoir la chance de enfin tester une Formule 3000. Alors, on te souhaite bonne chance, Bertrand, et puis on se reparle à ton retour d'Europe. Merci.
Alors, ceci conclut notre émission. Ne ratez pas la semaine prochaine une entrevue exclusive avec Éric Lapointe, aussi notre groupe mascoutin Ecstasy qu'on rencontre. Nous allons faire un tour au spectacle d'Yvan Pillon intitulé « Avant l'hiver ». Et pour finir, nous vous montrons une rétrospective 97 des meilleures images de nos pilotes de course automobile. Alors zut, j'avais oublié de vous dire aussi, n'oubliez pas notre spécial Bloopers 97, parce qu'on a l'air bon, mais on se trompe souvent. À l'affiche, on défriche et on déniche de tout partout. Conseil pratique, saviez-vous que pour ce qui domine nos étoiles, sport, bref, ça compte, des nouvelles pour vous de tous les goûts. Dans la rue, en coulisses, nous partout, on touche à tout. Bien branché, branché à la vie, branché sur aujourd'hui. Bien branché, branché à la vie, branché sur aujourd'hui. On s'inspire, on participe, on s'inscrit et on s'excite. Célébration et point d'encontre. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Bien Branché. Alors ce soir, c'est la dernière de la saison et pour vous, comme cadeau, on a une émission très remplie. Alors pour commencer, bon, on n'aura pas l'entrevue avec Éric Lapointe pour la raison, c'est que le spectacle du 3 janvier a été annulé. Alors, mais c'est pas grave, on vous réserve une très belle entrevue pour janvier avec Ecstasy. Et parlant de tour, on a aussi été faire un magnifique tour un peu spécial avec Bertrand Godin encore, parce qu'on a trouvé qu'on n'a pas eu le temps de le voir beaucoup la semaine passée. Alors là, on a pris le temps de le voir et de le rencontrer. Et pour faire dans la même ordre d'idée, on a fait une rétrospective au niveau sportif pour la course automobile, les plus belles images, même inédites de cette année qui a été prise au niveau de Cogeco. Et pour finir en beauté, les bloopers. Et ça, c'est drôle. Alors, on est ici au Alvanout, où que les joueurs se sont regroupés, des joueurs d'échecs, pour le premier championnat d'échecs régional qui a eu lieu le 18 décembre dernier. Alors, on est venu faire un tour, voir comment ça se déroulait la soirée. Alors, hein, ici, on entendrait une mouche voler. C'est silencieux, les gens se concentrent. Je suis en compagnie de M. Denis Dupuis, qui donne des cours d'échecs. Oui, à temps plein sur la Rive-Sud. Alors, c'est un travail à temps plein. Oui. C'est où ça se déroule tout ça? Là? Oh, dans les écoles primaires, sur la Rive-Sud, je dirais de Châteauguay à Saint-Hyacinthe, là, principalement à Brossard, Longueuil, Saint-Bruno, Belleuil. Il y a 2 écoles dans Saint-Hyacinthe qui en ont. Vraiment, les élèves du primaire peuvent apprendre à jouer aux échecs. Me semble que c'est jeune, non? Ça commence à la maternelle, madame? Ah oui. Vous leur montrez la base ou le jeu au complet? Ah, le maternelle première année, c'est principalement le mouvement des pièces puis le concept du mat. Par après, c'est des stratégies plus compliquées, là, tactiques et des choses de ce genre-là. Là. Mais ça commence à 5 ans pour, je dirais, 15% de ces enfants de cet âge-là. En première année, c'est presque tous. Vous regardez ici pour pouvoir donner des cours à Saint-Hyacinthe, à la bibliothèque. Est-ce que c'est en branle présentement? Oui, c'est en branle. Nous, on devrait former un groupe qui devrait commencer le 24 janvier. Ça, c'est à 10 h le matin à la bibliothèque municipale. C'est organisé avec moi, M. Bourbeau et M. Boisvert de la bibliothèque municipale. On devrait faire la publicité dans les 2 premières semaines de janvier à travers différents médias. On devrait avoir au moins 20-25 participants, c'est ce qu'on espère, pour commencer. J'étais en compagnie il y a 2 minutes de Denis Dupuis. Maintenant, je suis en compagnie de Denis Dupont, bonjour, qui est propriétaire du Alvanout Centre-Ville. Alors, ça fait-tu longtemps ici que se déroule le championnat? Les championnats, c'est la première année qu'il y a un championnat, mais il y a des tournois d'échecs tous les jeudis, le 3e jeudi du mois, de chaque mois. Il y a des petits tournois. Alors, vous êtes habitué ici d'avoir toujours des joueurs d'échecs dans un restaurant? Ah oui, il y en a toujours. À chaque jour, il y a toujours une dizaine de joueurs qui viennent se pratiquer ou des petites rencontres amicales. Est-ce que les gens doivent apporter leur jeu ou vous en avez, je crois? Il y en a quelques-uns qui les apportent, mais ici, on a 6 jeux qui sont fournis gratuitement aux amateurs. Alors, on a juste à faire la demande de jeu et on peut s'installer. Oui, c'est ça.
J'apprécie bien. Est-ce que vous jouez vous-même aux échecs? Très peu. J'ai pas le temps de... On va demander à notre camarade Denis Dupuis de vous donner des cours. Merci beaucoup. Je suis ici en compagnie d'Éric Ouénard, qui est un des joueurs d'échecs les plus cotés ici, qui est un très bon joueur d'échecs. Donc, bonjour. Bonjour. Alors, il faut m'expliquer, c'est quoi un bon joueur d'échecs? Ça commence quand? Est-ce que ça fait longtemps que tu as commencé? Ça doit faire environ... Moi, j'ai commencé à jouer sérieusement autour de 14 ans. J'ai appris à jouer à 6 ans. Mais pour jouer dans les tournois, j'ai commencé à 14 ans. Puis c'est ça. Est-ce que tu crois qu'il faut commencer vraiment là, avoir beaucoup d'années d'expérience pour devenir bon ou c'est une question de logique? Ah mon Dieu, c'est une question de talent, là. Il y a des jeunes au Québec qui deviennent bons extrêmement vite, il y en a d'autres que ça prend plus de temps. Moi, je suis un de ceux que ça a pris quand même relativement de temps. Je n'ai rien d'un prodige, là, c'est bien évident. Il y a énormément de bons joueurs d'échecs au Québec. Il y a le champion du Québec en ce moment, Alexandre Lesiège, qui est devenu grand maître. Il est grand maître actuellement, mais qui a battu son premier grand maître à l'âge de 13 ans. Alors, dans la région Saint-Hyacinthe, ça ne joue pas beaucoup. Alors, le fait d'être meilleur joueur de Saint-Hyacinthe, il s'agit de jouer régulièrement et puis de s'entraîner, d'étudier. Et puis, c'est pas une tâche nécessairement bien difficile à accomplir. Il y a presque personne qui joue. J'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce qui peut te passionner là, au niveau d'un jeu d'échecs. Parce que moi, je connais pas ça. Là, puis je me demande qu'est-ce qui peut bien t'intriguer au niveau du jeu. C'est-tu parce que tu es solitaire et que c'est un jeu que... Oui, il y a le fait d'être solitaire. Et puis, mon Dieu, ça nous intéresse, ça nous intéresse pas. Là. Donc, ça s'est développé avec le temps. T'avais pas, ça a été un coup de foudre ou non? Oui, quand j'ai commencé à toucher à la compétition, j'ai aimé ça. Disons que c'est un jeu dans lequel on peut, c'est pas comparé à un sport d'équipe, on ne peut pas reprocher la faute à quelqu'un d'autre. Si on perd, c'est de notre faute. Si on gagne, on a tout le mérite. Alors, c'est bien présent pour ça. Est-ce que tu trouves que les activités au niveau du jeu d'échecs sont bien développées dans la région ou au Québec pour ceux qui veulent jouer aux échecs? Qu'il y a suffisamment là, de clubs ou d'activités pour les passionnés des échecs? Au Québec, c'est bien. Dans la région, c'est pas trop mal. Saint-Hyacinthe, ça commence. Là. Il y a déjà eu un club, je pense, il y a une douzaine d'années. Mais il y a un club à Belœil qui est assez actif. C'est essentiellement ça. Mais le gros centre des échecs au Québec, c'est Montréal. Et ce soir, tu es venu jouer là, avec les autres? Non, je suis spectateur. Tu es spectateur. Mais je te remercie. Bienvenue.